Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors ce matin, en tout cas ce matin pour moi, avec encore une petite session de questions-réponses parce qu'il y a encore des notions que je voulais bien affiner, bien approfondir. Et je profite de la lumière de ce petit matin, j'espère que vous l'apprécierez aussi pour partager avec vous. Donc lumière qui me fera peut-être un peu froncer les yeux. Mais on va parler aujourd'hui de thyroïde, on va parler de dégoût et de nausées, et on va parler d'acide oxalique, parce que c'est trois choses qui reviennent sans cesse dans les vidéos. Et alors plutôt que de... Enfin dans les questions, donc plutôt que de taper des réponses à qui mieux, j'ai préféré reprendre directement ces messages de manière à ce que ça soit partagé. Donc on va d'abord parler de la thyroïde et pour montrer à quel point finalement il y a une différence fondamentale entre l'approche classique et l'approche hygiéniste en termes de santé. Pour la thyroïdie, donc c'est une personne à qui j'avais posé la question. J'ai un syndrome d'Hashimoto depuis 10 mois environ, c'est-à-dire que des anticorps devenus fous tirent à vue sur la thyroïde. Au bout d'un certain temps, elle est totalement détruite. Et effectivement, apporter de l'hormone T4 à la thyroïde ne fait que la soulager sans la soigner et n'éradique pas les anticorps contre lesquels les médecines classiques ne peuvent rien. Je suis très fatigué, asthénie mentale et physique. J'ai pris 7 kilos en 8 mois, ce qui n'arrange pas le moral. Ensuite, bon, elle dit que cette personne-là qui s'appelle Anne dit qu'elle a commencé 4 jours de passage au cru, qu'elle dort beaucoup mieux, que voilà, qu'il y a bien des améliorations, qu'elle a perdu 1 kilo, donc elle est très contente. Et elle me répondait à un autre mail, ce que je t'ai dit sur les anticorps et l'explication de mon endocrino et l'explication que mon endocrino m'a fournie. L'idée que cette destruction dont on ne connaît mal les origines ressemble à une certaine réaction folle du corps. Voilà. Et donc, ce que je voulais reprendre, c'est ces deux phrases. Des anticorps devenus fous tirent à vue sur la thyroïde. Et au bout d'un certain temps, elle est totalement détruite. Et apporter de l'hormone T4 ne fait que soulager sans la soigner et n'éradique pas les anticorps contre lesquels la médecine classique ne peut rien. L'idée étant que cette destruction dont on connaît mal les origines ressemble à une réaction folle du corps. Et c'est là où ça devient très très intéressant. On parle de réaction folle du corps. Or personnellement, je ne connais strictement aucune réaction folle du corps. Quel est le travail des anticorps dans le corps? Les anticorps que sécrète le corps, le système immunitaire du corps, il est là pour nous protéger contre tous les éléments anormaux qui pourraient se trouver dans nos cellules. C'est un petit peu le système protecteur de notre corps. Ce sont les gardiens, les vigiles de notre corps. Et quand le corps repère un foyer de cellules anormales, qu'elles soient touchées par un virus ou par toute autre cause, il dépêche des anticorps pour détruire. Et donc, partir du principe que le corps fonctionne de façon folle et viendrait détruire cette pauvre thyroïde et que finalement on ne pourrait rien faire pour empêcher ça, c'est juste prendre le problème complètement à l'inverse. Pour moi, c'est de la folie furieuse. Pourquoi est-ce que le corps, d'après vous, peut dépêcher des anticorps pour tirer à vue sur la thyroïde, comme on dit? Simplement parce que les cellules dans la thyroïde, les cellules en question de cette personne, sont des cellules qui ont muté, sont des cellules anormales, absolument anormales. C'est-à-dire que dans le corps même de la cellule, il y a des éléments anormaux. Et qu'est-ce qui fait muter une cellule? Qu'est-ce qui amène une mutation de la cellule? Ce sont l'acidose et la toxine, uniquement. Les toxines ingérées peuvent aller jusqu'au centre de la cellule. Les toxines ingérées peuvent aller jusqu'au centre de la cellule. Les acides font muter les cellules. L'acidose chronique fait muter la cellule. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule cancéreuse? C'est une cellule qui a muté par attaque acide. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule
toutes les maladies auto-immunes par exemple. On me demandait de reparler des maladies auto-immunes. Qu'est-ce que c'est que les maladies auto-immunes? Le processus est simple. Il y a des toxines et des résidus acides qui passent au travers de la paroi intestinale. Pourquoi? Parce que cette paroi intestinale laisse passer autre chose que des éléments simples. La paroi intestinale ne laisse pas passer que des sucres simples, que des acides aminés décomposés sous forme simple et que des acides gras, comme on voudrait nous le faire croire, ou de moins en moins. Mais elle laisse passer aussi des polypeptides, des acides aminés sous forme de chaînes longues. Et quand on ingère des nourritures qui en contiennent énormément, qui contiennent aussi d'éléments polluants, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds ou que sais-je encore, tous ces produits vont s'accumuler dans la cellule directement. Et que fait le corps? Le corps, il fait très bien son travail, c'est même un très bon signe et on peut le remercier. Eh bien, il va détruire ces cellules, Alors on dit maladie auto-immune, le corps se rebelle contre lui-même. Mais il ne se rebelle pas contre lui-même, il se nettoie, il va dans le sens de la santé. Le problème, c'est que s'il y a trop de cellules qui sont atteintes et qu'on a empêché les réactions de nettoyage pendant des années, eh bien la réaction de nettoyage, elle peut être telle que ça conduit à la mort. Mais en fait, c'est juste une direction vers la santé. Toutes ces maladies, entre guillemets, que sont le cancer ou les maladies auto-immunes, sont des tentatives par le corps de recouvrer la santé. Et c'est bien là la différence fondamentale. Donc, une thyroïde, eh bien, il faut la régénérer. Et comment est-ce qu'on la régénère? Déjà en arrêtant de lui nuire, donc en arrêtant d'apporter des éléments perturbateurs. Ensuite, avec des jus de fruits et de légumes, je me répète sans cesse, mais pourtant on y arrivera très bien. L'ortie est fabuleuse pour régénérer la glande thyroïde. Il y a des herbes aussi, des plantes médicinales qui vont pouvoir aider à régénérer la thyroïde. Excusez-moi, toujours le jeûne au jus et ça continue toujours à sortir bien que ça sorte doucement. Mais ça fera que ça ne s'accumulera pas dans les cellules. Mais voilà, il n'y a pas de secret. On ne coupe pas, on n'enlève pas, on ne détruit pas, on ne considère pas que le corps est fou, mais simplement le corps il fait très bien son travail. Et si nos cellules sont saturées d'éléments perturbateurs, il faut d'urgence des toxines. Donc, dans le cas de Anne, il est urgent de détoxiner l'organisme. En plus, de toute façon, tu es très fatigué, fatigue chronique, donc il faut suspecter intestin irrité, hyperperméabilité intestinale, candidose en cours, tout ça c'est lié, c'est un tableau extrêmement classique finalement. Prise de poids, bon ça c'est l'hypothyroïdie. Vu que tu as pu prendre du poids, je me lancerai corps et âme si tu le peux dans un jeûne au jus, ou alors même dans un jeûne à l'eau au besoin, mais alors là encadré uniquement. Je peux te donner des contacts vers des personnes qui pourraient t'encadrer. Mais un jeûne au jus, ça se fait très bien chez soi et c'est le meilleur moyen de renverser la machine, de détoxiner à la fois tout ça, de permettre l'évacuation des acides, parce que vous avez bien compris, pour évacuer les acides, il nous faut aussi des émonctoires qui fonctionnent bien. Et pour que ces émonctoires fonctionnent bien, eh bien il faut les nourrir, surtout s'ils ont été, si on ne les a pas très soutenus au cours de notre vie. Donc c'est toujours plus intéressant de se détoxiner sur une période moyenne que se détoxiner de façon très brève. La détoxination avec un jeûne à l'eau, elle est somptueuse pour les cas critiques, les cas qui demandent une réaction immédiate. Mais dans ton cas, il n'y a pas nécessité, c'est pas au jour près que ça va se jouer. Donc moi je ferai un jeûne au jus. Quantité massive de jus sur la journée en tournant énormément. Et c'est certainement la meilleure des solutions pour régénérer tout ça. Pense aux plantes sauvages. Un jeûne au jus. Un jeûne au jus simplement, commençant par des jus de pommes, carottes, déjà pour renforcer les organes, le foie, les reins, le système digestif, guérir un petit peu la muqueuse intestinale, penser un peu tout ça, rajouter des épinards ensuite, rajouter du persil pour régénérer les glandes surrénales un petit peu, soutenir les reins, rajouter des plantes sauvages de plus en plus, rajouter énormément de...
Ça continue à sortir, hein, c'est magnifique. Rajouter énormément de plantes aromatiques qui vont permettre de déséquestrer les métaux directement dans la cellule. La coriandre par exemple est excellente, mettre du basilic, de la menthe. Toutes ces plantes là sont des plantes médicinales. Et puis si tu veux aller plus loin, de toute façon je vais faire une vidéo sur la glande thyroïde et comment la régénérer très bientôt. Mais il y a des herbes médicinales qui vont pouvoir t'aider. Donc voilà, le corps il n'est pas fou. Il n'est pas fou du tout, il n'est pas fou du tout, et il est d'autant moins fou que j'ai reçu aussi une question, et je n'ai pas noté la question, tout ce que j'ai noté c'est il faut que tu parles du dégoût, de la nausée, et ainsi de suite. Oui, parce qu'il y a des gens qui me disent, voilà, j'ai des phénomènes de dégoût à certains moments vis-à-vis de certains fruits, certains produits, quand je les mange, ou des réactions de nausée. Alors, une information quand même qui est peut-être importante, qui va vous aider à comprendre un peu tous ces phénomènes. Le dégoût ou la nausée, le corps connaît ses réactions. Vous voyez, et là encore, on rentre dans la sagesse du corps. Le corps a ces réactions-là pour nous prévenir d'aliments, non pas qui sont toxiques, contrairement à ce que l'on croit, ou alors pas toxiques au sens où on l'entend. C'est pas qu'ils soient tant toxiques pour nous, mais c'est qu'ils sont, excusez-moi encore, c'est qu'ils risquent, entre guillemets, de provoquer une détoxination trop forte par rapport à ce que peuvent supporter nos émonctoires actuellement. Mais vous savez, c'est la notion de plante toxique. Quand on me dit, par exemple, la belladone ou la jusquiame sont des plantes toxiques. L'amanite phalloïde est une plante toxique, est un champignon toxique. C'est vrai, c'est absolument faux. Ils ne sont pas toxiques per se, ils ne sont pas toxiques en eux-mêmes. Ils sont toxiques en fonction de la dose. Et c'est là où se joue la notion de plante médicinale qu'on va en prendre en petite dose. Mais au contraire, les plantes dites toxiques sont souvent des plantes extrêmement puissantes au niveau de la régénération. Simplement, si on les prend n'importe comment, en n'importe quelle dose, on va générer des réactions de détoxination qui vont être des réactions même d'intoxication du corps. Et c'est là où c'est fou, parce que finalement, la perte de la pratique instinctive et de l'instinct de l'homme fait qu'il a été obligé d'établir des règles par le mental pour se prémunir de plantes actives. Mais si l'on était complètement indexé sur nos ressentis instinctifs, on serait comme les orang-outans dans la forêt qui se dirigent vers des plantes directement et les mangent pour se guérir, pour se purger, pour se nettoyer, pour résoudre leurs maux qui pourraient apparaître. Et ils savent exactement quelle quantité de quelle plante consommer. Ok, excusez-moi, petit problème de vidéo. Ils savent exactement quelle quantité de plantes consommer parce que leur instinct leur indique, c'est pas qu'ils le savent, c'est qu'ils, guidés par leur instinct, complètement indexés sur leur instinct, ils ressentent exactement la quantité nécessaire. Et donc nos plantes toxiques et les réactions de dégoût ne sont là que pour nous prévenir finalement d'une réaction de détoxination trop forte. Mais en même temps, elle attire notre attention sur un produit très puissant et très intéressant pour nous. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est que ce produit-là qui crée le dégoût et la nausée, il est particulièrement intéressant à utiliser parce qu'il a un potentiel de nettoyage en nous. Celui-là, spécifiquement, il a un potentiel de nettoyage en nous qui est extraordinaire. Sauf qu'il faut maîtriser les doses. Et donc, la meilleure chose que je propose, moi, souvent à des gens qui me disent, voilà, j'ai un dégoût pour tel produit, vraiment, je ne peux pas consommer tel fruit. Et bien, moi, je leur dis, consommez-le quand même de manière homéopathique. De temps en temps, une toute petite cuillère, un quart de cuillère de ce produit, de manière à apporter ces éléments au corps. Et vous allez voir, un jour, ça va tout débloquer. Et à ce moment-là, la détoxination sera possible et cet aliment, on va en faire une véritable orgie, on va se régaler avec. Donc, dégoût, nausée, ce ne sont que des réactions que met en place le corps pour nous protéger contre des réactions trop fortes. Et la notion même de plante toxique n'existe pas. Elle n'existe absolument pas. Il n'y a qu'une question de dose absolue. L'amanite phalloïde, par exemple, contient des alcaloïdes qui ont été utilisés par les chamans sibériens pour obtenir des états de transe, et ils ne mouraient pas en utilisant de l'amanite phalloïde. Simplement, ils en consommaient des petites quantités. Moi-même, quand j'étais jeune et que je faisais mes petites expériences, j'allais souvent en montagne et je mangeais de l'amanite tumouche, par exemple.
Je me suis rendu très malade avec la manite tue-mouche, simplement parce qu'à l'époque, je la mangeais cuite, ou je la mélangeais en mélange, j'en faisais des décoctions. Maintenant, je sais que si je devais aller manger de la manite tue-mouche, j'irais la manger directement, et j'ose espérer que mon instinct me permettrait de m'arrêter à la bonne dose. C'est une expérience que je ne recommande pas, parce qu'elle peut être très lourde de conséquences, mais c'était juste pour dire que les plantes médicinales ne le sont que par la dose. C'est-à-dire qu'elles peuvent être tout autant toxiques que médicinales. C'est parce que ce sont des plantes extrêmement puissantes. Donc je voudrais plutôt qu'on parle de plantes extrêmement puissantes, à un potentiel régénérateur et curatif extrêmement puissant, et plantes beaucoup moins puissantes comme les légumes et les fruits des jardins qui ont un potentiel de régénération mais moindre et donc qui finalement peuvent être utilisées avec moins de conséquences, on va dire, parce que les plantes puissantes ont des conséquences. Vous savez, c'est comme un outil très affûté. Il va couper très bien, mais on peut se couper et se faire très mal avec. Eh bien, c'est exactement pareil. Donc voilà, dégoût, nausée, réaction d'alerte, wing, wing, warning, il est temps de s'arrêter. Ensuite, une question de Sylvie concernant les épinards et l'acide oxalique. Alors celle-là, je l'avais déjà traitée, mais je la renvoie parce qu'elle me revient souvent. En naturothérapie, on dit de manger épinards modérément et si problème rénal, en manger rarement à cause de l'acide oxalique. Tout comme la rhubarbe, l'oseille, le café ou le thé sont riches en acide oxalique. J'ai appris cela la semaine dernière dans mon cours volet alimentation. Depuis que je me fais mes jus verts tous les jours depuis février, les épinards en font partie en grande quantité. Ensuite, voilà une liste des aliments riches en oxalates. J'aimerais avoir ton avis sur l'acide oxalique et les épinards. Alors, il y a quelque chose là qu'il faudrait vraiment préciser encore une fois. C'est la différence entre minéraux sous forme colloïdale et minéraux sous forme minérale figée. Quand un produit comme la rhubarbe, comme l'épinard est cru, les minéraux ne sont pas liés, mais les minéraux sont sous forme libre dans le produit. Ils ont été transformés par la plante depuis l'acide oxalique minéral qu'il va trouver dans le sol en acide oxalique, on va dire organique, colloïdal. Colloïdal, c'est la notion qu'on retrouve aussi dans l'eau. Et cet aspect organique, colloïdal, fait que cet acide oxalique ne cristallise pas. Il ne se présente pas sous forme de cristaux, il se présente sous forme libre. À partir du moment où on cuit les épinards, l'acide oxalique précipite sous forme de cristaux, vient s'accumuler dans les reins et présente un danger. Donc là encore, toujours pareil, la déviation des lois naturelles fait que l'on doit poser des principes mentaux. C'est-à-dire que maintenant, on dit qu'il ne faut pas manger plus de temps d'épinards par jour. Oui, mais il ne faut pas manger plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on les consomme cuits. Si on les consomme crus, l'acide oxalique ne présente aucun danger. Au contraire, l'acide oxalique joue un rôle essentiel dans ce que l'on appelle le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la progression des selles dans l'intestin. Et c'est en ce sens-là que l'épinard est vraiment le remède idéal contre la constipation. Il n'est pas de façon mécanique, mais il l'est de façon chimique par l'apport d'acide oxalique qui facilite le péristaltisme intestinal. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, en naturothérapie, on dit de manger des épinards modérément. D'ailleurs, la naturothérapie, pour moi, c'est le règne du mental appliqué aux plantes. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec l'hygiénisme, la naturothérapie. À cause de l'acide oxalique, tout comme la rhubarbe, l'oseille, le café ou le thé. Mais on parle de produits complètement différents. Le café ou le thé sont des produits cuits, transformés. La rhubarbe, c'est un produit cru, qui est très acide effectivement, l'oseille aussi. Donc, comparer l'acide oxalique présent dans les épinards crus, la rhubarbe ou l'oseille, avec l'acide oxalique présent dans le café ou le thé, c'est juste parler de deux produits radicalement différents. Donc, tant que c'est cru, il n'y a pas de problème. Les minéraux, on ne risque pas d'accumulation de minéraux sous forme de cristaux, pour la bonne et simple raison que les minéraux ne sont pas sous forme de cristaux dans la plante. Sinon, on le sentirait. Ils ne sont pas sous forme de minéraux dans la plante. La plante prend les cristaux du sol, les transforme sous forme de minéraux colloïdaux qui sont finalement sous forme libre dans la plante. Et une fois qu'elle a ça, elle l'offre à la nature humaine pour qu'on les consomme.
Parce qu'on ne peut pas consommer des minéraux sous forme cristalline. Si vous prenez un grain de sable, même si vous le réduisez à l'état d'un micron, on ne pourra pas le consommer. Par contre, tous les minéraux présents dans les légumes crus, on peut les consommer. Et en faisant des jus, on se donne la possibilité d'ingérer une très grande quantité de minéraux, ce qui est quand même le but pour régénérer l'organisme. Voilà, la question de l'acide oxalique. Il n'y a pas d'accumulation d'acide oxalique au niveau des reins, que vos reins soient en faiblesse ou pas. On peut y aller. On peut y aller. Je regardais les taux de... Oui, l'asperge aussi, visiblement, en contient beaucoup. Ah oui, l'asperge en contient 500. Eh bien, vous pouvez vous faire des jus d'asperge, jus de pomme asperge, jus de pomme asperge concombre. C'est un remède idéal pour avoir la peau lumineuse au petit matin dans le soleil. Voilà, c'était de la thyroïde et un corps qui est pas si fou que ça, pas si fou avec les réflexes de nausée et pas si fou s'il consomme les aliments pour lesquels nous sommes faits. Par contre, à partir du moment où on dévie des lois naturelles et des principes du carburant pour lequel notre corps est fait, eh bien, il faut introduire le mental, des règles, pas plus de temps par jour. Et bien voilà, tout ça, c'est le mental. Donc, si vous voulez sortir un petit peu du mental, c'est tout simple. Des fruits, des légumes crus, des fruits crus, des légumes crus et de l'amour. Belle journée, très belle journée à vous. Ravi de vous retrouver toujours avec ces vidéos. Merci de vos soutiens et de vos encouragements. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.